Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la finance solidaire. On retrouve Frédéric Villot chaque troisième jeudi du mois. Et le sujet tombe parfaitement dans l'actualité puisqu'on vient clore la semaine de la finance solidaire avec vous, Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Directeur, fondateur de Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Donc oui, effectivement, la semaine de la finance solidaire, on est encore dans le sillage de cette semagne qui se tenait du 8 au 15 novembre. Mais il y a encore des événements. Oui, mais non, mais voilà, c'est ça. Effectivement, il y a tout les à côté qui continuent encore aujourd'hui. L'idée, c'est comme le consommateur est devenu c'est de faire passer le message que l'épargnant final, il n'y a pas juste les pros des marchés, les investisseurs institutionnels, que l'épargnant final a aussi un rôle à jouer dans cette idée d'impact. Le slogan de la semaine de la finance solidaire cette année, c'était « Votre épargne est un moyen d'action, utilisez-le ». Donc oui, on est consommateur, y compris quand on est épargnant. Et il se trouve que ça marche et ça collecte beaucoup en épargne solidaire en ce moment parce que du coup, on a un baromètre de la finance solidaire qui vient d'être publié et qui nous dit que l'an dernier, alors l'année dernière, on a... Il faut le dire, c'est anciennement Finansol, c'est ça, Finansol, qui a été rebaptisé FAIR. Alors, qui a intégré un collectif qui s'est baptisé FAIR, effectivement. Donc le label Finansol continue d'exister, labellise toujours des placements solidaires. Et puis la structure juridique, effectivement, s'est rebaptisée FAIR en intégrant l'ILAB. Et puis voilà. Et puis du coup, ils sont en train de construire quelque chose qui dépasse en fait la finance solidaire et qui va jusqu'à la finance à impact. Et donc, et d'ailleurs, puisque la finance solidaire n'est pas terminée, le 30 novembre, après la fin de la semaine de la finance solidaire, vous aurez à Marseille une grande soirée sur la finance à impact. Donc vous voyez que ça continue. Et alors, ce qu'on apprend dans le baromètre de FAIR, on peut le dire comme ça maintenant, effectivement, c'est que la collecte l'année dernière a explosé tous les records. Alors, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on comprend que cette finance solidaire, elle a résisté à la crise boursière en 2020. On comprend qu'elle a résisté à la crise du Covid et même qu'elle en a fait une opportunité. Et puis finalement, les chiffres, l'année dernière, c'était 5 milliards d'euros de collecte supplémentaire, ce qui porte le total de l'encours de la finance solidaire à 20 milliards d'euros. Donc vous voyez, il y a 25% de collecte en une seule année, sur un encours total de 20 milliards. Donc ça, c'est considérable. Et FAIR, évidemment, ils sont ravis, parce que ça veut dire qu'ils sont en train de remporter un triple pari. C'est que la finance solidaire, elle est utile, puisqu'elle permet d'investir dans des associations ou des entreprises d'utilité sociale. Elle est rentable. L'AMF nous le disait encore l'été dernier. Donc oui, la rentabilité des placements solidaires, elle n'est pas du tout inférieure à celle des placements classiques. Il n'y a pas de sacrifice en termes de rendement. Alors, ça dépend ce qu'on choisit de faire avec sa finance solidaire. Si vous souscrivez sur un produit d'épargne de partage, vous partagez le rendement qui va être le vôtre, mais en réalité... mais ça, c'est écrit... Donc il y a un petit sacrifice, bien sûr. C'est un don, en fait. Sacrifice, si vous avez signé pour que le rendement soit partagé, il n'y a pas de problème. Absolument. Et puis le troisième défi, c'est que cette finance solidaire, elle commence à être de plus en plus séduisante, parce que 5 milliards d'encours supplémentaires en une seule année, ça c'est considérable. Donc voilà, effectivement, on se dit... il y a un mouvement qui se passe, les consommateurs, les épargnants consommateurs, ils sont au rendez-vous là. Du coup, ça mérite peut-être de redire un mot de la finance solidaire, de comment on la définit officiellement, selon les critères de FAIR peut-être, et puis en parallèle, comment on définit la finance à impact, comment est-ce qu'on distingue les deux aujourd'hui? Alors c'est intéressant parce que le mouvement s'élargit, effectivement. Alors la finance solidaire, c'est celle en fait des adhérents de Finansol et qui répondent aux critères du label Finansol. Donc avec cet argent-là, on investit dans des entreprises ou des associations à utilité sociale. Et FAIR dit aujourd'hui, c'est sa propre expression, que la finance solidaire est une sous-catégorie de la finance à impact. D'accord. Et de l'investissement à impact. Alors ça, c'est intéressant parce que la définition officielle maintenant de l'investissement à impact chez FAIR, c'est que c'est un investissement qui privilégie les objectifs d'impact social. D'accord, on met ça d'abord au cœur du projet, tout en recherchant évidemment une préservation du capital investi et puis un rendement financier, parce que bien sûr il faut du rendement, sinon si on perd son argent, on peut plus le réinvestir. Rendement financier compatible avec la nature de l'activité que l'on finance. Absolument. Donc il faut qu'il y ait de la cohérence quand même dans la ligne de financement. Mais ça, c'est très nouveau, c'est un point
c'est un point pertinent crucial, et très important. Je vous suis tout à fait. Ouais. Comment on explique ce succès? Parce que c'est vrai qu'alors on en parle une fois par mois grâce à vous. Il y a 20 milliards de stocks d'encours placés sur des produits de finances solidaires, 5 milliards de collègues, vous le rappeliez, sur l'année dernière. Comment on explique ce succès qui fait pas tellement de bruit en fait, Frédéric? Mais bien sûr que si. Non, mais pour vous en parler. Non, vous avez raison. Non. Mais alors comment on l'explique? D'abord, ça fait moins de bruit que les cryptos, si vous voulez que je dise les choses. Qu'est-ce que je le regrette de manière un peu directe. Alors, il y a un premier élément, il y a un petit biais quand même qu'il faut expliquer, c'est que sur les 5 milliards d'encours supplémentaires, il y a 2 milliards qui viennent de la Maïf. D'accord. Qui a converti un fonds d'assurance vie pour le rendre compatible aux critères de la finance solidaire. Mais c'est important parce qu'on rebalance du stock existant et le stock d'épargne, c'est un vrai enjeu, justement. Et c'est pas du maquillage, hein, c'est vraiment, on reconsidère son produit d'investissement et on dit, désormais, on l'investit de telle façon à ce qu'il soit compatible avec la finance solidaire, ce qui n'était pas complètement le cas auparavant. Donc voilà, là on a 2 milliards sur les 5 qui s'expliquent de cette façon-là, et puis le reste, en fait, il y a essentiellement l'effet Covid qui a joué à plein, puisque vous savez que cette classe moyenne en France qui n'a pas pu dépenser, qui n'a pas pu partir en vacances, qui n'a pas pu aller au restaurant, elle a subi de l'épargne forcée, elle a décidé de la placer quelque part, et alors on le voit, et on l'a vu dès le début du Covid, en fait, que les placements utiles, ils se sont développés à la fois dans l'épargne salariale solidaire, qui est un canal aujourd'hui de collecte extrêmement important en France, par l'épargne bancaire solidaire, donc là on est au guichet des agences, et puis aussi par l'épargne qui est collectée en direct par les entreprises qui sont en train d'ouvrir leur capital ou d'émettre des titres participatifs. Donc là, voilà, il y a un effet d'ensemble qui fait que ça monte. À propos des livrets bancaires, là, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit sujet de controverse sur le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Certains jugent qu'il n'est pas justement assez investi dans des produits solidaires ou ne finance pas suffisamment le solidaire au regard quand même du label ou de l'acronyme qui représente cette finance solidaire aujourd'hui. Livret développement durable solidaire. Quand on sait qu'il n'y a que 5% qui sont réellement investis sur du solidaire ou sur de l'environnemental. C'est un peu déceptif quand on apprend ça. Déceptif, on se moque de nous là quand même. Il y a une pétition qu'on peut signer. Une pétition, vous pouvez y aller. C'est pas un sujet nouveau. Ça fait des années que les professionnels du secteur le regrettent. Et là, effectivement, c'est la semaine ou la quinzaine de la finance solidaire. Ils en profitent. Il y a un mouvement de plaidoyer. Il y a des élections qui arrivent. Pour changer ça, en fait, il faut changer la loi. Parce que c'est la loi qui dit, vous savez, l'épargne solidaire, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne connaît pas, peut-être que c'est risqué, donc on ne va pas faire prendre de risques aux épargnants, donc on va limiter à 5 ou 10% maximum, mais ça peut être 5%, en l'occurrence c'est le cas, d'épargne investie dans des produits solidaires. Non, en réalité, l'AMF nous a dit, c'est pas moins rentable que les autres types de placements, donc maintenant on peut changer la loi. Moi, en tous les cas, chez Mediatico, je milite pour. Ah ouais, bien sûr. À quoi elle sert justement cette épargne solidaire, Frédéric? Alors en fait, il y a des grandes familles. Il y a des grandes familles de placement. On sait, c'est ce que nous dit l'Observatoire, le baromètre. Là, il nous dit que parmi les projets financés, il y en a 45% qui sont dans le champ social. Il y en a 27% dans l'environnemental. Il y en a 17% dans la cohésion territoriale et, vous savez, l'économie locale, les circuits courts, voilà, ça c'est très à la mode en ce moment. Et puis 6% pour la solidarité internationale, 4% pour le secteur culturel. Et en réalité, tout ça, c'est de l'investissement dans des entreprises à forte utilité sociale. Alors, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises sociales. Je pense notamment au réseau des jardins de Cocagne qui créent des emplois d'insertion au travers des jardins d'insertion, en fait. Eux, effectivement, ce type de projet-là, c'est 49% d'augmentation des investissements. Voilà. Puis, il y a des foncières sociales qui existent aujourd'hui, comme celle d'Habitat Humanisme, dont je vous ai déjà parlé ici. Les foncières sociales, c'est 31% d'augmentation de la collecte. Donc voilà, il y a des mouvements intéressants qui se développent. Bon, est-ce qu'il y a des établissements qui sont spécialisés, dominants, j'allais dire, dans ce marché de l'épargne solidaire, en termes de collecte, bien sûr? Alors, si vous regardez la famille BPCE, donc les banques populaires, le crédit coopératif, et puis... caisse d'épargne. Ils sont à 30%. J'avais un petit trou. Ils sont à 30% de collecte de l'épargne solidaire. Donc, c'est eux qui sont les premiers. Ouais. Juste derrière, on a le crédit agricole, 19%. C'est intéressant
parce que le Crédit Agricole n'était pas là il y a quelques années. Donc le Crédit Agricole est en train de monter en flèche sur l'épargne solidaire. Très intéressant comme mouvement. Et puis on a BNP Paribas 13%, la Maïf 11%. La Maïf, c'est plutôt un collecteur classique sur ce segment de marché-là, mais BNP Paribas monte, Crédit Agricole monte, et on voit qu'il y a des nouveaux entrants, des entrants qui étaient un peu éloignés. Beaucoup ils y voient un vecteur de croissance. En fait, ils voient bien que l'état d'esprit des épargnants consommateurs est en train de changer. Ils se positionnent. Il y a de la collecte à faire sur ce créneau-là. Bon, et du coup, en termes de perspective pour 2021, alors on est sur un boulevard aujourd'hui, là, si c'est 25%, enfin 5 milliards de collecte en 2020, est-ce que 2021 va s'aligner dans ce sillage ? A priori, oui. Alors, vous avez la loi Pacte. Oui, il dit, par exemple, voilà, les produits d'assurance vie, on peut maintenant les convertir en épargne solidaire. Très bien. Vous avez l'IRPME qui vous permet, en ce moment, on est en fin d'année, je peux vous en parler, j'ai des exemples à vous donner, qui permet effectivement de déduire 25% de son investissement de son impôt sur le revenu. Alors, faut y aller, parce que c'est une opportunité que nous donne l'État, donc allons-y. Et cet IRPME va être conduit en 2022. Et le résultat de tout ça, c'est que la collecte sur les 6 premiers mois de 2021, elle est déjà équivalente à celle de toute l'année 2020. Donc, évidemment, le gros de la collecte va continuer de s'amplifier. Bon, il nous reste 2 minutes. Alors, je ne sais pas, 1, 2 idées là, de PME qui sont en recherche de financement solidaire, Frédéric. Puisqu'on est en fin d'année, défiscalisation, défiscaliser solidaire et responsable. Pas n'importe où, d'accord ? Alors, j'ai envie de vous parler du Wanted Café. Le Wanted Café, c'est un café solidaire qui est ouvert à tout le monde, y compris aux exclus, aux sans-abri, parce que la communauté Wanted mène des grosses actions de collecte alimentaire et de redistribution. Et en fait, en mélangeant tout le monde dans un café, on déclenche des solidarités de quartier, des solidarités locales. Et bien, ce café-là, il y en a un à Bordeaux. Ils veulent en ouvrir un à Paris. Ils lèvent 400 000 €. Ils ont déjà collecté 30%. La levée de fonds dure jusqu'au 30 novembre. Donc, vous pouvez y aller. Il reste 15 jours. Et c'est éligible à aux 25% de déduction de l'IRPME. Voilà. Et donc, c'est maintenant qu'il faut y aller. Deuxième exemple, puisque je vous parlais de foncière solidaire, il y en a une qui s'appelle Emmaüs Épargne Solidaire, qui est en train de faire actuellement sa première levée de fonds citoyenne sur lita.co. On parle régulièrement. Bon, alors, Eva Sadoun. Exactement. Alors, et je vous en reparle juste après. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, Emmaüs Épargne Solidaire ? En fait, ils ont un parc de 400 bâtiments en France à rénover, qui sont destinés aux exclus. Il faut les gérer, il faut les rénover, il faut les réhabiliter. Et ils ont en ce moment un projet à Cannes, donc ils lèvent 170 000 € pour le réhabiliter. Mais en fait, leur objectif, là, c'est la première levée de fonds. Ils se testent. Leur objectif d'ici 10 ans, c'est de lever 10 millions d'euros pour réhabiliter 34 bâtiments. Donc là, il y a vraiment un levier d'action. Et ils vont même créer 300 emplois au travers de la réhabilitation. Bon. Et puis, dernière chose, l'ITA nous a annoncé ce soir qu'ils lançaient une série B. Ils ont levé 2 millions d'euros en 2018. Ils vont lever 5 à 10 millions d'euros. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils veulent devenir la banque digitale verte et sociale en Europe. On aura l'occasion de reparler avec vous, j'espère, bien sûr, Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous chaque troisième jeudi du mois. Frédéric Guyot, le fondateur de Mediatico, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse.